Donc, on va commencer. Je salue Madame. On a été très inquiets mais on se demandait si, parce que Simon Dickin devait être là ce matin. 2 des trains qu'il a pris ont été annulés. Dans cette période de dégradation des services publics, on ne sait plus trop. Mais vous êtes parmi nous, Madame Rouvroy, donc merci beaucoup. Merci. Donc, on va procéder dans l'ordre qui figure sur cette affiche. Et donc, je vous présenterai au fur et à mesure. Je vais d'abord donner la parole à Bernard Stiegler, qui est philosophe, qui est directeur de l'Institut de recherche et d'innovation au Centre Pompidou et président de l'association Ars Industrialis, qui est une association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Donc, Bernard Stiegler est très connu. Et je ne vais pas avoir à faire une très grande présentation. Je me contenterai de citer ses derniers ouvrages, parce que récemment, il y a eu une réédition de son ouvrage sur la technique et le temps, aux éditions Fayard, et il a publié au Lien qui libère un livre qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser ?» mais P-A-N-S-E-R, donc c'est aussi nos sujets d'aujourd'hui. Et je vous signale aussi son livre sur la société automatique et sur l'avenir du travail, bien sûr, qui concerne directement le sujet d'aujourd'hui, paru chez Fayard en 2015. Cher Bernard, vous avez 15, oui, 16. Merci beaucoup, Alain. Je suis vraiment très, très heureux de participer à cette rencontre aujourd'hui. J'ai pas mal d'amis, mais je suis extrêmement... préoccupé par les questions qui sont abordées dans ce colloque. Donc, je suis très, très reconnaissant à Alain Supiot de nous avoir donné l'occasion de cette discussion de ce matin, mais de ces 2 jours aussi. J'ai appelé cette intervention l'ergone dans l'ère anthropocène. Au départ, c'était ergone et ponos dans l'ère anthropocène. Alain Supiot parlait du neuf. Il y a du neuf. Voilà, comment repenser à neuf la question du travail au XXIe siècle, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, d'abord, pour moi, c'est l'anthropocène. C'est-à-dire, c'est le fait que le milieu humain, qui n'est pas seulement humain, mais vivant, que Vladimir Vernadsky appelait la biosphère, a été transformé très en profondeur, parce que d'ailleurs Vernadsky lui-même appelait dès 1926 la technosphère. Et cette transformation qui s'opère depuis en fait plusieurs millions d'années, depuis 3 millions d'années, c'est ce que dit André Leroi-Gourhan, cité par Alain Supiot. Et Leroi-Gourhan connaissait évidemment les travaux de Vernadsky, tout aussi bien que de Teilhard de Chardin, d'ailleurs, qui était un ami à lui. Cette transformation de la biosphère par la technosphère devient consciente aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, insupportable. C'est-à-dire constitue une eschatologie qui n'est pas religieuse, qui est empirique, qui nécessite une approche théorique, évidemment. Tous les grands débats autour, par exemple, du changement climatique, sont des façons de reconnaître ou de refuser cette réalité. Et dans ce contexte-là, qu'évidemment nous n'avons pas le temps de décrire, la nouveauté pour nous, quand je dis pour nous, parce que je m'exprime ici au nom un petit peu d'Ars Industrialis, de l'Institut de recherche et d'innovation, et d'un travail que nous menons en ce moment à la fois à Plaine Commune, dans le département de la Seine-Saint-Denis, sur le territoire de l'établissement public territorial de Plaine Commune, et d'autre part, dans le cadre d'une opération que nous menons en ce moment avec un certain nombre de grandes figures intellectuelles, auxquelles d'ailleurs Giuseppe Longo et Alain Supiot sont associés depuis le mois de septembre dernier. Nous faisons une démarche en direction de l'Organisation des Nations Unies pour proposer une nouvelle approche de ces questions, intégrant de manière tout à fait transdisciplinaire les questions de mathématiques, de physique, de biologie, d'économie, de droit, évidemment, d'épistémologie, etc., etc. Je ne vais pas, et de technologie, car évidemment, la technologie joue un rôle fondamental dans cette affaire. Comme l'a dit Alain Supiot, le grand penseur du rôle de la technologie, c'est André Leroi-Gourhan. Il n'y a pas que lui, bien entendu, mais c'est le premier penseur systématique de ce qui est en jeu, dans ce que, par ailleurs, Alfred Lotka, qui est pour moi une découverte relativement récente, il y a 4 ou 5 ans, ou 6 ans, j'ai découvert les travaux, non pas les travaux bien connus d'Alfred Lotka,
sur la fameuse équation Lotka-Volterra, mais les travaux de Lotka sur ce qu'il a appelé l'évolution exosomatique, et le point de vue qu'il a développé en tant que biologiste sur le fait que, premièrement, les organes de l'être humain étant essentiellement exosomatiques, on ne peut pas y appliquer simplement les lois de la biologie en tant que telles. C'est un être vivant qui est constitué par une dimension qui n'est pas vivante, et il faut en tenir compte, en particulier parce qu'elle pose des problèmes d'entropie, de négantropie et d'anti-entropie tout à fait originaux. Et deuxièmement, il ajoute que dans ce texte de 1945, que je vous recommande vivement de lire, il est très facile à trouver en ligne, c'est dans la revue Human Biology, il ajoute que sans savoir, sans le développement de savoir approprié à l'exosomatisation, l'avenir de la planète est condamné. Il dit ça en 1945, il anticipe à peu près tous les sujets dont nous parlons en ce moment. Donc je pense qu'il faut vraiment le lire. Alors, tout à l'heure, Alain Suppiot a parlé de l'ONU qui aujourd'hui réfléchit en termes de marché et de calcul et non plus de loi et de prescription. Nous pensons, nous, dans ces groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, que tout n'est pas soluble dans le calcul, qu'il y a de l'incalculable et qu'en particulier les grandes mutations qui se produisent dans le champ du vivant ne sont jamais calculables par l'espèce vivante qui les produit. Et que par conséquent, il y a une question qui se pose là, qui est celle de, par exemple, je reprends une terminologie qui a été forgée par Francis Bailly, Giuseppe Longo et Maël Monteville, l'anti-entropie dans un champ qui est exosomatisé, qui n'est pas simplement le champ endosomatique de la biologie en général. C'est dans ce contexte-là qu'à mon avis, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que le travail. Le travail qui est d'abord l'origine de l'exosomatisation, évidemment. Exosomatiser, ça veut dire travailler. Voilà. Et là, je pense qu'il faut faire un petit peu d'histoire des sciences et des techniques, mais aussi de l'hellénistique et de la philologie, en revenant vers Jean-Pierre Vernant et les travaux fondamentaux qu'il avait publiés dans un petit texte très très connu qui s'appelle Mythes et pensées chez les Grecs, en 2 volumes chez Maspero, qui est un livre absolument fondamental qui aborde toutes les questions qui comptent pour moi. En tout cas, Jean-Pierre Vernant avait montré que les Grecs anciens distinguaient de façon absolument essentielle ponos, c'est-à-dire labeur, arbeit, labor, et ergon, c'est-à-dire ouvrage, werk, work. Ces distinctions fondamentales, elles se sont progressivement effacées et renversées même à la fin du Moyen-Âge, à partir de la Renaissance et surtout à l'époque moderne. Avec l'époque moderne, au cours de laquelle ce qu'Aristote appelait la dynamis, par exemple, qu'on peut traduire par puissance, ou capacité, ou possibilité, et d'autre part l'energeia, mot dans lequel il y a ergon, et qu'on traduit par actus en latin, accomplissement, on peut dire en français. À l'époque moderne, donc, dynamis et energeia, ces 2 notions absolument fondamentales de l'ontothéologie aristotélicienne, échangent terme à terme leur sens, c'est-à-dire inversent complètement leur sens. La dynamique devient le mouvement, qui était plutôt du côté de l'actus ou de l'energeia, et l'énergie devient la ressource, c'est-à-dire la dynamis. Il y a une inversion totale des catégories fondamentales de l'être. C'est important d'insister sur ce point. Ce sont les catégories fondamentales de l'être pour Aristote. Le travail, pendant ce temps-là, devient en physique la force. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler du travail comme chevaux-vapeur, par exemple. Les watts mesurent une force. Le travail est devenu une force mesurable. Du coup, dans cette transformation sémantique fondamentale, les notions de ponos, c'est-à-dire de labeur, et d'ergon, c'est-à-dire de travail, se diluent et se confondent, d'autant plus que l'industrialisation va tendre, à partir de la révolution moderne de la physique et de ses conséquences en termes de technologie au XVIIIe siècle, l'industrialisation va tendre à formaliser toute tâche, pour faire de toute tâche une force de travail formalisable et soumise à un dispositif technique qui va la prolétariser. Et il faut rappeler ici, c'est très très important pour moi, que Marx et Engels, qui sont les premiers théoriciens de cela, posent que le prolétaire n'a pas de savoir. C'est ça qui le définit. Le travailleur a un savoir. L'ouvrier a un savoir. Il œuvre. C'est l'œuvrier. Tandis que le prolétaire n'œuvre pas. Et du coup, d'ailleurs, il est
il est privé de tout, non seulement d'une vie décente sur le plan de la subsistance, mais il est privé d'existence. Ça, d'ailleurs, Marx en parle dès sa critique du droit politique hegelien. Voilà. La prolétarisation, qui commence avec la division industrielle du travail, qui est décrite au début de La richesse des nations d'Adam Smith, la prolétarisation au sens donc de la prolétarisation industrielle, s'étend aujourd'hui à toute activité, avec les algorithmes de l'actuel capitalisme des plateformes ou de ce que Antoinette Rouvroy a appelé la gouvernementalité algorithmique. Les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes, qui sont avant tout des dispositifs computationnels de grammatisation. Ce que j'appelle la grammatisation, c'est le fait de découper des données actives en format de données, et donc en données, précisément, calculables. La donnée n'est une donnée que si elle est calculable. Ça, c'est l'effet de la grammatisation digitale, numérique, informatique. Et ça affecte toutes les tâches domestiques, la vie quotidienne, faire la cuisine, se laver les dents. Evgeny Morozov a montré comment les brosses à dents aujourd'hui tendent à devenir connectées, les automobiles, les téléviseurs, les réfrigérateurs. Ça affecte les tâches éducatives, et pas simplement à l'école. Nous travaillons par exemple en Seine-Saint-Denis avec des mères qui ne peuvent entrer en relation avec leur bébé nourrisson qu'à travers le smartphone, ce qui détruit la synaptogenèse du bébé, ce qui est absolument catastrophique. Ça affecte les tâches distractives, évidemment, qui jouent un rôle fondamental au XXe siècle pour la communication des comportements via le entertainment et les industries culturelles. Ça affecte la mobilité. Tout le monde se déplace maintenant en regardant son smartphone, enfin tout le monde, presque tout le monde, etc. Mais ça affecte aussi les unités de recherche, les conditions dans lesquelles, par exemple, au CEA, on fait de l'astrophysique, etc. Parce que tout ça, c'est les big data. Et M. Mala va évidemment nous en reparler tout à l'heure. Ça affecte les tâches de conception dans les entreprises, où on fait de la recherche-développement, de design, de logistique, enfin bref. Tout ça, ça passe par, ça part de l'âge classique, du début de l'âge classique, avec la physique, Leibniz, Descartes d'abord, Leibniz, etc. Mais ça passe par Charles Babbage, dont il faudrait relire les discussions de Marx autour de Babbage, et Frédéric Taylor. Et puis ça se termine, enfin ça ne se termine pas, mais ça se poursuit aux États-Unis au XXe et surtout au début du XXIe siècle, avec le modèle cognitiviste qui pose que tout est calculable et que l'activité de la pensée est un calcul. Alors si la machine à vapeur est l'organe à travers lequel est élaboré le second principe de la thermodynamique, c'est donc à partir de l'exosomatisation de la machine à vapeur qu'on va aller vers ce qu'on appelle la théorie thermodynamique de la physique. Von Bertalanffy, au XXe siècle, à partir des années 1930, Bertalanffy, qui est d'abord un biologiste, qui ensuite est un théoricien de ce qu'il appelle la théorie générale des systèmes et qui est en concurrence un peu avec Norbert Wiener sur ce sujet, pose donc, au XXe siècle, la question de l'entropie des systèmes ouverts, c'est-à-dire des êtres vivants, notamment des êtres vivants humains, lorsqu'ils sont mécanisés. Au sens où Alain Suppiot a parlé de mécanisation, on applique aux travailleurs, par exemple, des modèles mécaniques pour dire que c'est le travailleur qui devient une machine, en fait, quand il utilise sa machine. Et ce que montre Bertalanffy, c'est que la mécanisation des relations entre êtres vivants conduit à la fermeture des systèmes ouverts que constituent ces êtres vivants, donc à une destruction anthropique. Et la mécanisation, qui est l'application des lois de la physique mécanique à toutes les activités du vivant, tend à détruire le vivant. Cela concerne aussi, évidemment, non seulement les écosystèmes au sens large des êtres vivants, depuis les organismes monocellulaires, mais toutes les activités sociales des êtres vivants humains, avec ceci de particulier que précisément ces êtres vivants humains sont capables d'engendrer des organes mécaniques et donc de mécaniser leur propre activité. La prolétarisation, c'est ce qui résulte de cette fermeture. Elle dépouille les humains de leur capacité anti-anthropique, au sens donné à ce mot par Bailly, Longo et Monteville. Et nous posons, nous, dans les trois groupes dont je parlais tout à l'heure, que la question, c'est la dimension pharmacologique des organes exosomatiques. Un organe exosomatique est un pharmacone au sens où Platon, enfin où Socrate plutôt en parle, dans Phèdre, ça c'est très connu, mais c'est pas là qu'il en parle pour la première fois. C'est dans Protagoras, là où il est question de la technique. Et donc pour Socrate, il est clair que l'objet technique est un pharmacone, toujours. Évidemment, Socrate ne dira pas que le pharmacone peut produire soit de l'anti-entropie, soit de l'entropie, parce que ces concepts n'existent pas à l'époque des Grecs anciens, mais nous devons le relire comme cela. C'est ce que nous essayons de faire. Alors,
Par ailleurs, et je m'achemine vers la conclusion, avant de me faire gronder par mon voisin, par ailleurs, nous pensons qu'aujourd'hui, les questions d'entropie, de négantropie, ou d'entropie négative au sens d'Erwin Schrödinger d'abord, et non pas de la théorie de l'information. Ça, c'est une autre théorisation que je n'ai pas mobilisée là. Et d'autre part, de l'anti-entropie au sens où Bailly, Longo et Montevi l'ont posé, elle doit être transférée et étendue à ce que nous appelons l'anti-entropie avec un A et un H. Si vous lisez le rapport 2014 du groupe intergouvernemental d'études du climat, la description des problèmes climatiques est posée comme un problème d'anthropisation. Ce que disent les membres du GIEC, c'est qu'il y a des anthropogenic forcings qui sont la cause du dérèglement climatique. Ça, c'est le problème de l'anthropisation tel que certains géographes l'ont théorisé depuis déjà un bon siècle. Et c'est la question de l'oïkumène aujourd'hui, tel qu'il est soumis à l'augmentation de l'entropie. Alors cette fois-ci, pas simplement avec un E. Je précise d'ailleurs que ce que j'appelle, ce que nous appelons l'anthropocène, nous l'écrivons avec un E et sans H. Et nous posons que c'est une augmentation générale de l'entropie thermodynamique, de l'entropie biologique, c'est-à-dire de la réduction de la diversité biologique, de la biodiversité, et de l'entropie informationnelle, c'est-à-dire de la destruction progressive, en fait, de la capacité de penser, tout simplement. Ces questions s'imposent au moment où, avec la tendance à l'automatisation intégrale et généralisée, libérée par la digitalisation, l'emploi, ce qu'on a appelé employment, donc, et non pas work, ni labor d'ailleurs. L'emploi, c'est devenu un indicateur en fait de croissance, c'est une variable dans un système dynamique qu'on appelle la croissance. L'emploi, désintégré par la software substitution, je reprends une expression de William Gates, aujourd'hui tend à régresser à l'échelle macroéconomique. Et ça, c'est aujourd'hui admis. Ce n'était pas du tout le cas quand j'avais publié La Société automatique. J'avais eu d'assez forts conflits avec beaucoup d'organisations. Mais maintenant, il est admis par l'OCDE, par exemple, que l'emploi est amené à diminuer de 9% à une échelle de 10 ans. L'emploi régresse tendanciellement à l'échelle macroéconomique. Et du coup, le système qui avait été mis en place, grosso modo, autour de 1933 aux États-Unis, et étendu ensuite au niveau du monde comme consumer capitalism, eh bien, devient insolvable et insoutenable. Il est insolvable structurellement dans le contexte de la production et de la consommation industrielle. Il va vers la surproduction. Il va, pour dissimuler cette surproduction, vers des artefacts financiers, des fictions financières et non pas juridiques qui détruisent en fait la solvabilité, qui sont spéculatives et qui, à moyen terme, sont absolument ruineuses pour la planète. Nous posons, nous, que dans ce contexte-là, il faut redécouvrir que ergon n'est pas la même chose que ponos. Et que l'ergon, à la différence du ponos, c'est la capacité anti-anthropique de produire des bifurcations. Des bifurcations qui peuvent être absolument microscopiques à l'échelle de la planète. Par exemple, j'ai un bébé et je vais engendrer chez lui une bifurcation positive qui va faire que ce qui se présente comme un défaut de ce bébé va devenir en fait sa qualité, c'est-à-dire sa personnalité, sa capacité à vivre, voilà, sa singularité. Donc, toutes les bifurcations intensifient des singularités qui peuvent être à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une filière industrielle, à l'échelle d'un pays, etc., etc. À partir de là, nous posons que lutter contre l'entropie rend nécessaire une redéfinition de ce que c'est que le travail, du point de vue juridique précisément. Le travail, c'est la fonction d'œuvrer, donc de produire des œuvres, c'est-à-dire des bifurcations. C'est à partir de ces considérations que nous avons engagé une expérimentation territoriale en Seine-Saint-Denis, sur les territoires donc, de l'établissement public territorial de Plaine Commune, qui a pour but d'expérimenter un revenu contributif qui est inspiré du régime des intermittents du spectacle. La fonction de ce revenu contributif, c'est de rémunérer le travail hors emploi de manière conditionnelle, comme chez les intermittents du spectacle, c'est-à-dire sous condition d'être valorisé, ce travail réalisé hors emploi, dans le cadre de ce que nous appelons des emplois intermittents, et de redistribuer par conséquent les gains de productivité obtenus par l'automatisation en valorisant la production de valeurs anti-anthropiques. Les emplois intermittents ne sont autorisés dans un contexte comme celui-là que si les employeurs se sont engagés à respecter des labels de lutte contre l'entropie.
à travers leurs investissements et leur modèle de production, d'organisation du travail, etc., etc. Nous sommes en train de mettre en place en ce moment à Plaine Commune ce que nous appelons des instituts de gestion de l'économie contributive qui sont locaux, qui associent les habitants, qui sont très, très capillaires, des tout petits, et qui amènent les habitants à discuter sur qu'est-ce qui vaut dans leur quartier par rapport à un autre quartier où il y a d'autres choses qui valent ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter en précisant, parce que je crois que j'ai atteint mon temps de parole. Il me reste... On va pouvoir reprendre cet exemple de commune dans la discussion. Je vais juste ajouter un point, c'est que cette question-là, si nous voulons la traiter, la concrétiser, et je précise que nous discutons avec des banques publiques et privées, des grands industriels sur ce territoire, donc le monde économique est associé à cette réflexion, nous devons transformer la théorie de la valeur en économie. La théorie de la valeur en économie, d'Adam Smith à Marx, en passant par Ricardo, c'est valeur d'usage et valeur d'échange. Nous nous posons qu'il y a une valeur qui n'est pas soluble dans l'usage. L'usage, ça s'use, donc ça finit par disparaître. Cette valeur non soluble, nous l'appelons la valeur pratique, c'est celle de la praxis liée à l'ergone. C'est par exemple la valeur du savoir, de l'artisan, du juriste, du savant. Et par exemple, Newton n'est pas rendu caduc par Einstein, même s'il devient local dans une vision beaucoup plus large. Il ne s'use pas, il se rejoue à chaque fois, il se réinvente. Donc c'est ça que nous appelons la valeur praxique de l'ergone. Voilà, et je m'arrête là, j'aurais eu d'autres choses à dire, mais on y reviendra dans la discussion. Merci beaucoup. Déjà, refaire la théorie de la valeur en 3 phrases, c'est déjà une performance, Bernard. Donc, merci beaucoup. On reviendra s'il y a des questions, et il peut y avoir des questions de terminologie, je pense, sur le système de pensée de Bernard Stiegler. Lors de la discussion, vous pourrez revenir, poser des questions. Je note juste sur la notion d'exosomatisation, qui n'est peut-être pas absolument claire pour tout le monde, qu'elle peut être rapprochée de ce que Augustin Berg appelle le corps médial, c'est-à-dire lorsqu'il y a sur Mars ce petit robot qui gratte la Terre, envoie des images, etc. C'est un prolongement du corps humain. Donc il faut le penser, c'est ça la notion de corps médial, et qui va avoir un impact donc, sur le... On reprendra cela lors de la discussion générale.